Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse. Alors, je pense que vous l'avez remarqué, mais on est abreuvé de données chiffrées, de statistiques, notamment sous forme graphique. Vous savez, il y a beaucoup d'infographies qui tournent dans les médias en général ou sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui plaît beaucoup. Et pourtant, les Français sont très mal équipés pour comprendre et bien interpréter les statistiques. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est un rapport qui a été publié par l'Inspection générale de l'éducation, un rapport très intéressant. Alors, quand ils disent qu'il manque aux Français les bases statistiques pour naviguer dans le monde actuel, ils parlent déjà des concepts fondamentaux. Il faut comprendre qu'il y a une moyenne, une médiane, un taux, un ratio, un indice basse 100, une marge d'erreur, etc. Mais il faut aussi connaître les grands indicateurs socio-économiques, la population, le taux de chômage, l'inflation, le PIB, et puis connaître des ordres de grandeur. Je suis sûr que si vous demandez autour de vous quel est le taux de chômage actuellement, vous aurez parfois des surprises. Et puis, bien sûr, connaître les outils, c'est super, mais il faut aussi porter un regard critique sur les statistiques. On en reparlera un peu plus loin. Et dans ce rapport, le premier point qui m'a choqué, et pourtant c'est quelque chose que je sais, que vous savez, c'est largement communiqué, mais c'est l'effondrement du niveau scolaire français, notamment en maths. Dans le rapport, on voit que le niveau s'est effondré de manière absolue. La génération des années 80 était meilleure en maths que la génération 90, qui était meilleure que la génération 2000, elle-même meilleure que la génération 2010. Et ça, c'est quels que soient les tests utilisés. Mais le niveau a aussi chuté de manière relative, puisque la France est maintenant en queue de peloton des pays européens. Alors, le rapport commence à parler des maths, bien sûr, puisque les bases statistiques sont apprises en maths, mais le rapport explique aussi que comprendre les statistiques, c'est indispensable en histoire géo, en SVT, en physique-chimie, en économie ou en comptabilité. Et justement, je me suis dit que j'allais profiter de ce rapport pour faire quelques rappels d'erreurs fréquentes en statistique. La première erreur, vraiment au tout début, c'est le biais de sélection, c'est-à-dire quand, au lieu de prendre un échantillon représentatif de la population, avec des hommes, des femmes, de tout âge, des actifs, des inactifs, de toute tendance politique, vous vous retrouvez avec des catégories qui sont sur- ou sous-représentées. Et on peut se dire, c'est évident en fait qu'il faut faire attention d'interroger tout le monde. Mais c'est vrai que si vous faites un sondage, par exemple, dans un certain quartier, vous allez avoir un certain type de population. Ça paraît évident. Mais ne serait-ce que faire le sondage à une certaine heure de la journée, là aussi, vous allez avoir d'énormes biais. Si vous appelez les gens chez eux en plein après-midi, vous aurez plus d'inactifs ou de retraités, par exemple. Mais c'est la même chose aussi sur Twitter. Sur Twitter, vous n'aurez qu'une partie biaisée de la population. Évidemment, vous aurez une partie de la population qui est connectée, une partie de la population qui est connectée et qui suit les réseaux. Pas n'importe quel réseau. Twitter, qui n'est pas le réseau le plus mainstream, même si c'est un énorme réseau. Et puis même sur Twitter, si vous faites un sondage, ce sera la partie des gens qui vous suivent ou qui va répondre. Donc, on ne peut pas faire plus biaisé que ça. Donc là, j'ai parlé du biais de sélection, mais un autre cas flagrant qu'on constate énormément autour de nous, qui est finalement qu'un extrême du biais de sélection, c'est quand on prend des cas particuliers pour des vérités statistiques. On a tous entendu des choses du type je connais 3 personnes qui ont eu des problèmes cardiaques après le vaccin, donc blablabla. Non, je connais 3 personnes, ce n'est pas une étude statistique. Il faut un échantillon représentatif pour limiter la marge d'erreur. Ensuite, même si l'étude statistique est bien menée, il y a les erreurs d'interprétation. Alors, il y a des erreurs d'interprétation qui peuvent être faites de manière, uniquement par les personnes qui regardent les statistiques, mais ça peut être dû parfois à la personne qui va produire la statistique et qui va la montrer de manière biaisée, par exemple en jouant sur l'effet d'échelle. Et j'ai trouvé cet exemple assez drôle. Aux États-Unis en 2015, les républicains ont montré devant le Congrès, donc on n'est pas n'importe où, c'est un graphique qui a été montré devant le Congrès, graphique qui montre le nombre d'avortements entre 2006 et 2013, donc sous forme d'une grande flèche croissante, en même temps que le nombre de mammographies sur la même période, donc une grosse flèche décroissante. Et l'idée, c'était de dire que l'argent de la détection des cancers était utilisé pour payer les avortements. Et le problème, c'est que les deux flèches montent et baissent avec la même pente. En fait, si vous voulez, pour ceux qui sont en podcast, c'est symétrique. Il y a un effet un peu miroir. Donc, une flèche qui monte, l'autre qui baisse, ce sont les mêmes flèches inversées. Mais si on représente les données avec une vraie échelle, ou bien en utilisant une base 100, on a une vue complètement différente. Et d'ailleurs, même avec des vraies échelles, mais en absolu ou bien en relatif avec la base 100, on obtient déjà quelque chose de différent, et je suis sûr que ces deux graphiques seront interprétés de manière différente. Et bien sûr, un grand classique sur l'effet d'échelle, c'est tout simplement de ne pas faire démarrer l'échelle à zéro pour faire croire à une hausse ou à une baisse plus importante qu'elle n'est en réalité. Il y a autre chose aussi qui joue énormément dans les enquêtes statistiques, c'est la manière dont vous posez la question. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub
je ne sais pas si elle passe encore d'ailleurs, qui disait que plus de 80% des dentistes recommandent Colgate. Et ben, je crois que cette pub, je l'ai vue il n'y a pas si longtemps en France, mais en Angleterre, cette pub a été interdite dès 2007, donc ça fait quand même un sacré moment, parce qu'elle était considérée comme trompeuse. Parce qu'en fait, l'étude, elle demandait aux dentistes de recommander plusieurs dentifrices, pas un seul, et donc la plupart des grosses marques, dont Colgate, avaient beaucoup de recommandations. Alors que la pub de Colgate laisse croire que, sous des aspects statistiques, 80%, etc., ça laisse croire que 80% des dentistes recommandent Colgate plutôt qu'une autre marque, ce qui n'est pas du tout le cas. Autre facteur qui aggrave les erreurs d'interprétation, c'est qu'on utilise énormément la moyenne par rapport à la médiane. En tout cas, les journalistes utilisent beaucoup la moyenne par rapport à la médiane, alors que la médiane est beaucoup plus souvent le meilleur outil à utiliser, tout simplement parce qu'elle n'est pas impactée par les chiffres extrêmes. Ce n'est pas une volonté des médias de biaiser les données, c'est tout simplement que la moyenne est plus connue par la population générale, donc ils utilisent le chiffre le plus connu. Alors que la médiane, il n'y a rien de compliqué, c'est pas plus compliqué que la moyenne, c'est juste qu'on divise la population en deux, une moitié au-dessous et une moitié au-dessus du chiffre de la médiane. Si vous habitez dans la même ville que Bernard Arnault, les habitants de votre ville auront peut-être un patrimoine moyen de 2 millions d'euros et un patrimoine médian de 300 000 euros, tellement le milliardaire va tirer la moyenne vers le haut. Or, la médiane de 300 000 euros, qui nous dit qu'il y a 50% des habitants qui ont un patrimoine supérieur à ce chiffre et 50% en dessous, nous donne beaucoup plus d'informations que la moyenne, parce que finalement, il n'y a quasiment aucun habitant de la ville, probablement, qui aura un patrimoine autour de 2 millions d'euros, alors que c'est ce que ça nous laisse croire. En fait, il y a beaucoup plus de personnes qui auront un patrimoine autour de 300 000 euros, et puis Bernard Arnault qui aura son patrimoine de plusieurs milliards. Autre difficulté, quand on interprète des chiffres, et ça c'est quelque chose que je vois énormément en bourse, c'est la difficulté à comprendre le hasard, en fait. Parce qu'on cherche toujours des explications, des causalité, même s'il n'y en a pas. Et le hasard, dans notre tête, on se l'imagine comme quelque chose de régulier. Par exemple, si on nous demande de prédire les chiffres du loto, on va avoir tendance à bien répartir les chiffres. Or, la série 1, 2, 3, 4, 5 a autant la possibilité d'être tirée que n'importe quelle autre série de 5 chiffres. Mais si les boules qui sont tirées sont 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez être sûr qu'il y a énormément de gens qui vont crier au trucage, qui vont dire que ce n'est pas dû au hasard, etc. Et ce qui nous amène à un point clé en statistique, c'est la fameuse différence entre corrélation et causalité. Et on prend trop souvent une corrélation pour une causalité. La corrélation, c'est quand deux variables bougent ensemble. La causalité, c'est quand la variation d'une des deux variables est causée par la variation de l'autre. On a ce fameux exemple du chocolat et des prix Nobel. Les pays dans lesquels on produit du chocolat ont plus de prix Nobel que les autres. Consomment plus de chocolat, pas produit. En fait, il y a un facteur commun, bien sûr, qui est la richesse. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un site, je vais vous le mettre en lien, qui note en fait ces fameuses fausses causalités, qui en a décrit plusieurs, qui sont assez marrantes. Et sur ce site, on découvre par exemple une corrélation de 99,8% entre les dépenses américaines dans la science, l'espace et la technologie, et puis les suicides par pendaison entre 1999 et 2009. De la même manière, corrélation de 66% entre le nombre de personnes noyées dans une piscine et le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage est apparu, toujours sur la même durée, entre 1999 et 2009. Je vous conseille d'aller faire un tour sur le site, il y a vraiment des données qui sont assez marrantes. Par exemple, je vous en donne un dernier, nouvelle corrélation de 90% entre la consommation de poulet par personne aux États-Unis et puis les importations de pétrole brut entre 2000 et 2009, corrélation de 90%, c'est assez incroyable. Alors ici, je vous donne des exemples de fausses causalités qui sont évidentes, mais pour prendre un sujet un peu plus polémique, l'impact des écrans sur le niveau scolaire des enfants. S'il y a une corrélation entre les deux, ce que je pense, même si je n'ai pas trouvé d'études vraiment qui le montraient, est-ce que ce sont les écrans qui rendent bêtes, vraiment directement, là on a une causalité, ou bien est-ce que c'est le fait que certains parents encadrent moins leurs enfants, les poussent moins à faire leurs devoirs, à lire et les laissent plus sur les écrans, qui va influer sur le niveau scolaire. Donc là, on a une corrélation, mais il n'y a pas de causalité directe entre le temps sur les écrans et le niveau scolaire. Parce que ce qu'on a constaté, et là cette fois-ci, il y a des chiffres statistiques, c'est que plus les parents sont diplômés, moins les enfants passent de temps devant l'écran. Donc la réponse, elle est loin d'être évidente entre causalité et corrélation. Et le problème de toutes les statistiques qu'on consomme au jour le jour, qui nous sont amenées par les médias plus traditionnels ou bien par les réseaux sociaux, c'est que
comme par définition, elles nous sont proposées pour faire le plus de vues possible, pour amener le plus de personnes sur le média ou bien sur le réseau social, ça va être les statistiques les plus choquantes et donc forcément celles qui ont le plus de risques d'erreur. Ah oui, vous vous demandez peut-être le titre de la vidéo. En fait, la vraie statistique, c'est 77% des Français n'aiment pas discuter d'argent avec leurs proches. Donc voilà. Effectivement, si j'ai fait un peu mon Colgate là-dessus. Si je vous avais mis la totalité de la statistique, vous auriez peut-être un petit peu moins cliqué. Voilà, merci encore à tous pour vos encouragements, pour vos partages, pour vos commentaires, etc. C'est vraiment super sympa. Je vous remercie énormément. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission.